Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sécurité et à la protection des données. Comment protéger de manière efficace toute cette masse de données qui est en circulation à travers le monde entier? Vous avez certainement entendu parler de la blockchain. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est un registre de transactions distribuées, sécurisées et transparentes. Tout est automatisé. On stocke de l'information dans un registre. On y ajoute de l'information en permanence et cela crée de nouvelles lignes dans la base de données pour ajouter de l'information. On ne peut ni supprimer ni modifier le contenu qui se trouve dans ce registre. C'est donc une base de données sur laquelle tout le monde peut venir et écrire ainsi que voir. Par exemple, toutes les transactions qui y circulent et les montants qui y sont échangés. C'est transparent. On peut établir une comparaison avec un comptable qui ne peut ni modifier ni supprimer les opérations qu'il a déjà enregistrées, mais qui peut simplement créer de nouvelles opérations. Une caractéristique de la blockchain, c'est qu'il n'y a pas d'organe central de contrôle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit ou de bouton sur lequel on peut appuyer pour tout arrêter. On pourrait presque dire que c'est hors de contrôle, car c'est installé partout dans le monde sur des milliers d'ordinateurs et personne ne peut décider unilatéralement, tout seul dans son coin, d'arrêter le système. La gouvernance, quant à elle, elle est décentralisée. La blockchain est un système qui fonctionne en totale autonomie, qui est organique et qui fonctionne grâce à ses utilisateurs. Si on essaie de simplifier au maximum, la blockchain, c'est comme un simple fichier qui est stocké sur l'ordinateur et qui contient des données. Ce fichier-là, aujourd'hui, fait plusieurs dizaines de gigaoctets, environ 150-160. La première chose que l'on fait quand on télécharge le logiciel, c'est de télécharger le fichier sur notre disque dur. Alors, toutes les nouvelles transactions vont s'ajouter à ce fichier de manière régulière. Je vous propose de consulter mon article et de regarder une vidéo qui dure quelques secondes pour expliquer très simplement ce qu'est la blockchain. Voyons à présent la blockchain au travers de quelques grands cas d'usage tels que la signature électronique. Le principe de base avec la signature électronique est le suivant. J'envoie une donnée et pour certifier que cette donnée, c'est bien moi qui l'ai envoyée, je l'ai signée avec une clé. La signature électronique est une mécanique qui fonctionne avec une clé publique et une clé privée. La clé publique, je la distribue, la clé privée, je la garde. La clé publique reste toujours discrète et n'appartient à personne. Quand je reçois un message, je suis capable de dire que c'est bien un tel qui m'a envoyé ce contenu-là, car la clé publique qu'il m'a distribuée me permet de garantir que c'est bien sa clé privée à lui, qui a été enregistrée pour signer ce document. C'est comme si visuellement sur un chèque, on pouvait voir que la signature qui apparaît dessus est bien celle qui m'a été transmise par ailleurs. Quand on parle de clé privée ou de clé publique, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de caractères. On pourrait parler de code. Si j'envoie un message à quelqu'un, je vais utiliser ma clé privée pour signer ce message. Je vais l'enregistrer dans un fichier que je vais transférer à tout un tas de gens qui possèdent une clé publique que je leur ai également transférée. J'ai créé un duo de clés privées et de clés publiques à l'instant T. Ils ont tous ma clé publique. Ils sont alors capables de voir que c'est moi qui ai envoyé le message qui se trouve dans ce fichier. La signature électronique est donc un moyen infaillible pour être sûr que les informations que l'on réceptionne ne sont pas envoyées par n'importe qui. Je suis identifié sans pour autant dévoiler mon identité. Il existe bien sûr d'autres grands cas d'usage sur la blockchain. On peut les regrouper en 4 domaines qui sont le premier domaine, la certification, notarisation, traçabilité. Le deuxième, les échanges pair à pair. Le troisième, l'Internet des objets. Et le quatrième, les produits financiers.
Je ne les détaillerai pas ici dans le podcast, mais vous pouvez les retrouver dans mon article. Alors, avec toute cette transformation digitale, allons-nous vers une réglementation sur la protection de la vie privée? Je propose de partir de l'exemple de Cambridge Analytica que nous connaissons tous. Rappelons ce que c'est. C'est une entreprise qui a participé à la campagne de Donald Trump pour la présidentielle américaine, qui est accusée d'avoir siphonné les données de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. Un sous-traitant de Cambridge Analytica a créé un quiz en 2014 et à cette époque, il est possible de récupérer non seulement les données personnelles des gens qui ont répondu au quiz, mais également celles de tous leurs amis. C'est ce qui explique qu'ils ont réussi à récupérer autant de données. On est passé très rapidement d'un scandale Cambridge Analytica à un scandale Facebook. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Facebook autorisait parfaitement cette aspiration de données personnelles. Facebook est alors accusé d'avoir laissé faire et de ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles des utilisateurs de son application. Il y a un problème majeur de confiance. Je suis désolée de ce qui est arrivé. Notre premier devoir, c'est de protéger les données des utilisateurs. Voici ce que confesse Mark Zuckerberg, PDG de Facebook. Si ça fait scandale, c'est surtout parce qu'il y a un contexte très particulier. Facebook est accusé déjà aux États-Unis et en Europe d'avoir laissé se propager la propagande russe et de ne pas suffisamment lutter contre les fausses informations, ce qu'on appelle les fake news. Facebook a très peur que les accusations liées à la présidentielle américaine de 2016 rejoignent ce scandale de données personnelles. Ce n'est pas le cas, mais c'est un gros danger pour Facebook. Par la suite, Christopher Wylie, lanceur d'alerte ex-Cambridge Analytica, nous confie « Je ne sais pas si cette entreprise savait qu'elle était partie prenante. C'est qu'il y a un grand risque parce que nous avons créé un grand ensemble de données sur les utilisateurs de Facebook. Nous avons fait cela par l'intermédiaire d'un professeur qui faisait des allers-retours en Russie. Nous parlions également à un groupe d'entreprises russes. » Alors, le vrai problème pour Mark Zuckerberg et pour Facebook, c'est la pression politique considérable qui s'est abattue sur Facebook depuis que l'affaire a éclaté. Cela montre la limite de la collecte massive de données telle que le fait Facebook, puisque ces données peuvent être captées et détournées de leur usage initial et peuvent permettre aussi de mener des campagnes d'influence ciblées, ce qui dans une élection peut complètement changer la donne, évidemment. Ainsi, pour conclure sur la sécurité et la protection des données, non seulement la transformation digitale est en marche, mais surtout son évolution va se faire de manière exponentielle et accélérée, inéluctable et irréversible. C'est donc dès maintenant qu'il faut en explorer tous les bienfaits, mais aussi les méfaits, les menaces et les limites, au travers de 4 secteurs qui m'ont semblé essentiels. Le travail, la santé, l'éducation et l'entertainment. Je les ai choisis comme étant les piliers de notre vie, afin d'explorer l'impact du digital sur notre bonheur à travers eux. J'espère que cet article vous a intéressé et je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. À bientôt!